nous avons Patrice Zana, qui est un monsieur très sérieux. C'est un expert en environnement durable. Ah, par ailleurs. Par ailleurs. Mais ce soir, ça ne nous intéresse pas. Il va nous parler. Et voilà. C'est aussi, c'est sa deuxième casquette, c'est aussi un artiste extrêmement créatif. Et je vais lui laisser la parole parce que là, on entre dans toute une culture dadaïste que vous connaissez un petit peu, je pense. Et alors voilà, un contemporain. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Alors, Patrice, c'est à toi de jouer. Merci beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai fait des images qui illustrent mes propos, qui me lancent pour vous raconter des histoires. Mais vous m'arrêtez quand vous avez envie. Si vous avez des questions, des colères ou des joies, n'hésitez pas. Donc, moi je m'appelle, j'ai l'accent de Toulouse, mais j'habite à Paris depuis une vingtaine d'années. Donc je m'appelle Patrice Zana. Je suis entre autres artiste, mais c'est mon principal moteur de joie et de création. Et j'ai eu la chance, il y a 5-6 mois, en juillet dernier, dans un endroit sublime qui s'appelle le Pavillon Vendôme, à côté de la mairie de Clichy. C'est un endroit sublime comme ça. D'avoir l'opportunité de célébrer le centenaire de Dada, puisque l'an dernier c'était 2016 et c'était inventé en 1916. Et donc ils m'ont fait l'honneur de me mettre à disposition 400 mètres carrés pour déjà permettre de faire découvrir le mouvement Dada à tous ceux qui pourraient venir. Il y a eu à peu près 11 000 personnes qui sont venues en 5 mois. Il y a eu 11 000 parce qu'il y a aussi 270 écoles, donc ça fait déjà 5 000 personnes qui sont venues et à qui on avait remis un petit bouquin qui, au travers de mes œuvres et de Dada, donnait un prétexte à découvrir l'histoire de l'art. Donc pendant ces 5-6 mois, j'ai eu la chance de pouvoir être ce qu'on appelle commissaire au compte. Et dans ce cadre-là, j'avais 150 mètres en bas pour célébrer les 100 ans de Dada. Et ils m'ont laissé 250 mètres pour mettre des œuvres, parce que je fais des œuvres un peu grandes, que je vous présenterai en prolongement de ma présentation de Dada. Donc voilà, il y a à peu près... Et moi, ce qui me porte et qui m'émeut d'ailleurs, c'est les mots, c'est les gens, et c'est beaucoup l'histoire de l'art, et notamment l'art qu'on dit moderne, et donc aussi contemporain. Alors, donc n'hésitez pas à m'arrêter quand vous voulez, et ce sera un plaisir de rentrer dans les détails si vous le souhaitez. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps pour que vous puissiez après vous libérer de ce joli moment. Donc ça va durer entre 35 minutes et 45 minutes, ou plus si affinité comme on dit. Alors donc, je vous parlerai de ce que je crée moi-même après. Donc j'ai eu la chance aussi parce qu'il m'avait... Vous voyez, c'est cet endroit-là où j'ai pu exposer. Donc, vous voyez, ouais, c'est formidable. C'est un endroit très luxueux, qui n'est pas très connu, qui a un centre d'art. Et je crois qu'ils avaient trouvé Bic et L'Oréal qui leur ont donné de l'argent pour refaire à neuf ce bâtiment que je vous ai montré là au préalable. Et donc j'ai eu la chance d'avoir 5 mois d'exposition à l'occasion de la célébration du centenaire Dada. Donc, pour expliquer l'histoire de Dada, je me suis dit, je ne vais pas mettre un tableau avec une fiche en écrivant 1916, ça commence en 1916, ça finit en 1922. Je trouvais ça pas très créatif. Et donc j'ai eu l'idée d'acheter un petit train électrique, un vrai train, un très beau train électrique. Donc j'ai fait une planche qui faisait jusqu'au fond, enfin elle faisait 12 mètres carrés. Et sur cette planche, j'ai fait circuler ce train et j'ai fabriqué des petites gares, je ne sais pas si vous les voyez là. Hein, vous les voyez? Oui. Hein, donc c'est des gares qui sont un peu... J'avais pris des photos à Zurich de l'endroit où a été inventé le dadaïsme qui s'appelle le Cabaret Voltaire. Donc j'ai recréé cette gare. Et au lieu de mettre des noms de villes, j'ai mis des années. Ça fait que quand le petit train est passé devant la gare 1916, devant il y avait écrit les temps forts du mouvement Dada, parce que je trouvais ça beaucoup plus poético-créatif de faire découvrir, en suivant le petit train qui a tourné non-stop pendant des mois, quand il passait devant la gare 1916, il y avait quelques éléments informatifs. Alors, donc, j'avais appelé cette petite animation, enfin cette petite scénographie, Gare à Dada, l'entrain peut en cacher un autre, parce que j'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup les mots. Enfin, je ne sais pas si ça fait toujours rire, mais j'espère que ça touchera au cœur.
Et donc dans ce cadre-là, je vais faire comme si le train, voilà, on le voit un peu. On l'a BD. On le voit un peu, bon, ah ouais, on le voit bien. Et donc bon, on va commencer par le début. Donc, en 1916, tout le monde le sait, c'est la guerre. C'est une guerre que personne ne comprend, odieuse. C'est vraiment, enfin, vous le saviez avant que je ne le dise, mais ça a mis en colère plein de gens qui n'étaient même pas politiques. Ça veut dire que ça a mis une rage à l'échelle au moins de l'Europe, dans le cœur des hommes, qui a fait que plein de gens, leur principal moteur de vie, c'était de faire que cette guerre cesse, ou qu'on comprenne enfin que c'était une erreur pour la civilisation que d'accepter d'aller en guerre. Donc, ça fait déjà 2 ans que la guerre 14 a débuté, on est en 1916, on est à Zurich qui est en Suisse, où je suis allé pour négocier des droits pour récupérer des reproductions de Picabia, du chant d'artistes du mouvement Dada, de Zarel, etc. Et là-bas, en Suisse, il y a quelques artistes qui ne sont pas particulièrement des peintres, mais qui sont des hommes ils font des masques comme Gianco, ils font du théâtre comme Hugo Ball. Alors, j'ai un catalogue que j'ai écrit, que je vous ferai lire, qui résume très en détail de façon plus littéraire que ce que je vais le faire, pour ne pas être trop long, même, à la fin, je vous le mettrai à disposition. Donc, en 1916, en rage contre la guerre, en rébellion, en révolte contre la guerre, il y a tout un tas d'artistes qui, de façon festive, se réunissent sans avoir de lien, sans même parfois parler la même langue, puisqu'il y a des Roumains, il y a des Suisses, il y a des Allemands, il y a des Français, et après un peu, quand Duchamp viendra de New York, il y a des Parisiens, il y a aussi des Américains, des gens de New York comme Man Ray ou Picabia qui étaient depuis le début de la guerre aux États-Unis. Et toutes ces personnes-là, plus tous ces talents éclectiques qui sont des acteurs de théâtre, des musiciens, des poètes, des peintres réels, des inventeurs de l'art qui va venir, comme Duchamp, se réunissent là, et ils ont un lieu qui est devenu un peu mythique, qui s'appelle donc le Cabaret Voltaire. Et donc le 5 février 1916, ils se retrouvent dans cet endroit, de façon un peu festive, sans s'être vraiment parlé, sans avoir jamais décidé de créer quoi que ce soit ensemble. En fait, c'est un peu les hasards en fait, ça s'appelle la synchronicité, c'est qu'il fallait qu'ils soient là à ce moment-là, et ils décident de créer un mouvement. Vous voyez, c'est un peu en détail, mais bon. Donc, voilà, le fameux Cabaret Voltaire. Et donc, c'est une rue qui s'appelle Spiegelgasse, et dans cette rue, à 200 mètres de cette rue, Lénine, qui a fait la révolution d'octobre, il se cache dans la même rue où il y a le Cabaret Voltaire. Ça veut dire qu'il est à 100 mètres, et donc tous les soirs, il y a une espèce de... c'est un vivier improbable d'artistes, de poètes, de gens curieux, d'hommes politiques, comme je vous ai dit, et beaucoup de gens qui sont proches du verbe et des mots qui se retrouvent. Et donc, au mois de juillet, ils décident de se donner un nom, ce groupe d'amis qui se retrouvent, comme si vous criez le dada du 21e siècle. Ils ont en commun qui se connaissent à peine, qui se parlent un peu, mais qui ont de façon joyeuse l'occasion, 2 ou 3 soirs par semaine, d'aller à cet endroit, de boire et de rire. Et donc, ils prennent un dictionnaire à Larousse, et vous avez sûrement fait ça déjà dans votre vie, ils tournent une page au hasard, il y a Tzara, il y a Hugo Ball, il y a Gianco, ils tournent, donc, vous avez déjà vu ça, hein, on tourne une page au hasard, et ils tombent sur la lettre D, et Tzara il met le doigt donc sur le premier mot qu'il voit, et c'était le mot Dada, et la magie de ce mot, comme l'a expliqué après Hugo Ball, qui est un des créateurs du Cabaret Voltaire, c'est que ce mot, il est universel. Contre toute attente, c'est vraiment le hasard dont je vous parlerai beaucoup tout à l'heure. Dada, ça veut dire en français un petit cheval de bois. En allemand, ça veut dire c'est ça, au revoir, à la prochaine. Dada, ça veut dire oui, je t'oublie pas. En roumain, ça veut dire vous avez complètement raison, vraiment. Message reçu, etc. Et donc, le mouvement Dada, sa genèse, c'est d'une part le hasard, d'autre part un dictionnaire, et donc notamment le mot, la magie du verbe. Et c'est ça en fait que je vais essayer de déployer tout au long de mon intervention, c'est comment le verbe peut changer le monde objectivement. De toute façon là c'est absolument réel. Et le hasard, parce qu'en fait tous ces êtres-là sont tous, d'ailleurs ce sont tous des
émigrés, réellement, pour l'époque. Il n'y a pas un notable ou quelqu'un qui est un peu à l'aise en Suisse, c'est tous des gens qui fuient la guerre ou qui fuient leur passé ou leur misère, qui sont là. Donc c'est tout ce patchwork d'émigrés qui se retrouvent là et qui font tout le temps confiance au hasard au point que ça devient le moteur de toutes leurs décisions. Alors moi j'ai écrit dans mon catalogue que c'est le bazar fait bien les choses, parce qu'en plus ils vont mettre le bazar, malgré que le hasard soit ce qui les porte tous plus ou moins, ils vont beaucoup s'amuser, beaucoup choquer, beaucoup improviser, et donc pas toujours être très brillant ou très humain ou très bienveillant ou très chaleureux, même entre eux. À part quelques-uns qui étaient un cœur de... Il y avait 2 ou 3 qui étaient toujours amis, mais c'était des petits clans dans les clans qui s'aimaient beaucoup, mais après, il y avait, pas en 1916, mais dès 1917, Breton, Soupeau et Aragon ont entendu parler de Dada et ont participé au mouvement Dada, et eux, ils étaient très autoritaires, notamment Breton, peut-être que vous le connaissiez par ailleurs, et il y avait souvent des petites guérillas, des petites bagarres entre donc les fondateurs du dadaïsme, que sont Bâle, Zara, Django et un qui s'appelle Raoul Haussmann, et un dernier qui s'appelle Welsenbeck. Ces gens-là, ce qu'ils ont de fort et d'un peu étonnant et détonnant, c'est qu'ils jouent beaucoup avec les mots. Donc, comme j'avais une grande pièce, j'avais un mur grand comme ça, dans le pavillon Vendôme, bonsoir. J'ai pensé que c'était pertinent de faire un grand papier peint où j'aurais choisi donc des phrases emblématiques dites par ces fondateurs du mouvement Dada. Vous arrivez à voir de là où vous êtes? Je vais vous en lire de toute façon. Donc ça fait 4 mètres par 3, c'est un grand mur où après avoir fait un petit montage typographique, j'ai pris des vraies phrases réelles que les dadaïstes, les initiateurs du dadaïsme avaient rédigées réellement. Et j'avais appelé ça, parce que pour moi c'est comme des petites scénettes, chaque partie, avec les félicitations de l'auteur, parce que d'abord ils sont complètement fous, ils n'ont pas du tout de... Ils sont très modernes par rapport à l'époque, ils ont peur de rien, et je vais vous en lire si vous voulez, ou si vous voulez en lire à voix haute, ceux qui sont devant, ça fera que je ne fais pas un monologue. Vous arrivez à voir de là où vous êtes? Dada ne signifie rien. C'est Zara qui a dit ça, et sincèrement il pensait ça. Parce que beaucoup d'exégèses, après on fait des romans sur il y avait quoi derrière quoi. Mais en fait non, c'est... Donc si vous voulez... Amusez-vous à en dire si vous permettez. Je ne veux pas vous embêter. Que fait Dada? Voilà. 50 francs de récompense à celui qui trouve le moyen de nous expliquer. Dada est la plus grande escroquerie du siècle. Après, il y a des choses plus poétiques comme allumer une cigarette à la poésie, comme Panzers, un poète. Lui aussi, il est du mouvement Dada, il n'a jamais peint rien, il était un poète. Ou essayer de faire de ma vie elle-même une œuvre d'art, ça vous le connaissiez peut-être, c'est de Duchamp. Il y a une phrase de Picabia qui est très drôle. Ceux qui parlent derrière moi, mon cul les contemple. Ça, c'est une fameuse phrase de Picabia. Ou alors encore, a priori, c'est-à-dire les yeux fermés, Dada place avant l'action et au-dessus de tout le doute. Dada doute de tout. Dada est à tout. Tout est Dada. Méfiez-vous de Dada. Donc, vous sentez déjà qu'ils aiment beaucoup jouer avec les mots. Ils aiment beaucoup. Ils ont beaucoup d'autodérision. Ils sont tout le temps rebelles. Et après, il faut un peu n'importe quoi, et il n'y a pas toujours un lien réel entre le début de la phrase et la fin de la formule. Donc il y en a des traits. Après avoir pleuré, pouvoir déchirer mes larmes. Donc c'est un artiste dada qui s'appelle Arthur Cravan, qui était le neveu d'Oscar Wilde. Il avait mis ça sur sa carte de visite. Et il s'est suicidé très jeune, à 32 ans. Mais il est fameux comme le seul dada boxeur. Ça veut dire que contre le meilleur boxeur américain de ce temps, qui s'appelait Johnson, on a organisé un grand combat de boxe. Comme il n'était pas vraiment boxeur, il était grand et beau et musclé, mais ça a duré 30 secondes son combat, mais il a fait un combat de boxe contre le plus grand boxeur du monde. Et en fait, pour lui, c'était un acte poétique. Mais ce qui est emblématique de ce que je raconte, c'est qu'ils avaient toutes les audaces, et ils aimaient bien ils avaient l'audace d'oser en permanence, en fait, hein, si je puis dire.
Alors, si vous voulez vivre longtemps, vivez vieux, ça c'est d'Éric Satie qui était beaucoup proche d'eux. Et parmi eux, donc, il y avait quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Kurt Schwitters. Donc vous avez peut-être vu des expos, qui fait des collages, des montages très très beaux, très poétiques, et qui a été un des premiers à créer un mouvement anti-dada, mais pas tout de suite. Là je ne dis pas d'année en année, parce que le train dont je vous ai parlé, il a roulé depuis que j'ai commencé à vous parler, mais en fait, très rapidement en 18, il y avait déjà pas mal d'artistes qui voulaient en être, parce que de toute manière, il n'y avait pas de buzz, il n'y avait pas de télé, il y avait quelques journaux, mais il n'y avait pas la rapidité du passage d'informations qu'on connaît nous dorénavant, et malgré tout, tout le monde dans le monde parlait de Dada. Donc au Japon, en Argentine, à Barcelone, donc à Paris, à New York, à Zurich, à Prague, à Berlin, à Hanovre, à Leipzig, à Cologne. C'est des villes où s'est passé tout le temps des choses en si peu de temps, puisque Dada n'a duré que 7 années, et en 7 ans, alors qu'il y avait si peu de moyens de communiquer, parce que, en fait, je crois que c'est quand quelque chose correspond à une attente universelle, inconsciente, et arrive, ben, je pense que les gens y adhèrent d'autant plus aisément. Sans faire de philosophie de prise unique, mais je pense qu'il y a des moments où c'est pas parce qu'on se bat plus que ça fonctionne, c'est que c'est l'heure. Et là, pour Dada, ça devait être l'heure, puisque un siècle après, ça continue à avoir une influence sur l'art et sur l'histoire du monde. Même pas que l'art, sur la culture du monde. Puisque notamment, par leur côté un peu ludique et leur côté donner de la chance au hasard, et on est tous des artistes, et les mots c'est important aussi, et pas seulement copier une photo, puisqu'en fait, depuis une quinzaine d'années, la photo faisait déprimer beaucoup d'artistes qui disaient si une photo en si peu de temps peut faire aussi bien, à quoi ça servirait donc que moi je reproduise le réel de ce qu'une photo peut faire. Et donc ça avait, on arrivait presque à une impasse qui s'est un peu libérée par le fait que Duchamp un jour est allé au BHV, a pris un porte-bouteille, c'était en 1917, vous savez qu'on met des bouteilles vides à la mer, et il a dit, il a signé, il a dit parce que je l'ai signé, parce que je l'ai choisi, c'est une œuvre d'art. Donc il a inventé l'art conceptuel, mais il a ouvert tous les champs, et pas toujours de meilleure loi, contemporains au niveau de l'art, qui font que être un artiste, on peut être un artiste dorénavant sans savoir ni peindre, sans pinceau, sans atelier. D'ailleurs, ça navre beaucoup de gens, moi j'aime beaucoup l'art, donc je rencontre beaucoup de gens qui ont la mémoire de ce qu'est l'histoire de l'art, c'est pas le dernier siècle, et ça les navre parce qu'ils se disent, c'est des petits malins opportunistes qui ont un bon marketing que souvent les artistes contemporains, et je vous verrai après ce que je fais. Moi je lutte aussi contre cette idée que c'est pas parce qu'on n'est pas que peintre, ou que sculpteur, ou que dessinateur, on a le droit de penser qu'on est un grand artiste. Je pense qu'il faut utiliser toutes ces capacités artistiques pour après créer quelque chose un peu de personnel. Je parle trop vite peut-être, ou il n'y a pas de... Non, ça va? Tout le monde m'entend? Oui. Je voulais dire, monsieur, qu'il y avait aussi Jarry. Oui, j'allais en parler. Vous l'avez oublié parce que moi je l'ai... C'est le gourou presque, c'est le parrain empirique. C'est quelqu'un qui m'a assez fasciné. Et donc, vous voyez, et c'est Aragon qui m'en avait parlé. Formidable. Alors c'est une rencontre un peu forte. C'était leur parrain déjà. Oui, c'est ça. J'allais le dire après. En fait, ah bah voyez. Vous allez le voir dans le catalogue que c'est pas truqué, parce que ça encore j'aurais pu l'écrire. C'est marqué, vous verrez après. Alors, voilà, en fait, leur inspiration, parce qu'en fait, comme je sens que je vais parler longtemps, je coupe un peu, mais évidemment, le Roi Ubu, qui est c'est de l'audace, du rire, de la dérision, beaucoup de politique, parce que malgré tout, ils étaient tous engagés. C'est un engagement de dire la guerre c'est n'importe quoi, il faut changer le monde, il faut arrêter d'être velléitaire, etc. Donc, le Roi Ubu, évidemment, d'ailleurs, quand il disait c'est quoi Dada, il disait on s'inspire de Jarry. Ils le disaient eux-mêmes à Zurich en 1919. En 1920 même, ils ont fait le procès de Barès. Vous savez qui c'est Maurice Barès à l'époque? Bon, mais Maurice Barès était un antisémite, un homme de guerre, un homme de pouvoir, un homme politique, et donc il était détesté par tous, d'autant plus que parmi eux, il y avait beaucoup de juifs, comme Zara, enfin beaucoup. Ils étaient tellement nombreux et tellement éclectiques que c'était pas grave qu'ils soient... Ils étaient tous des étrangers par rapport à l'endroit où ils étaient la plupart du temps.
Et donc, en 1919 ou 20, ils ont fait ce qu'on appelle une parodie de procès, qu'ils ont appelé le procès Barès. Ils sont réunis dans un café, et non, pas dans un café, je crois à la Sorbonne, et ils ont demandé à des artistes dada de jouer des rôles. Et c'est Breton qui est un peu le maître, Breton et Aragon d'ailleurs, un peu les metteurs en scène de cette dynamique, et ils ont dit à Tzara de jouer le rôle de Barès. Donc au départ, c'est comme un théâtre, donc imaginez, vous êtes, donc moi je joue Barès, vous êtes André Breton, et très vite, au bout d'une demi-heure, ils n'ont plus fait le procès de Barès, mais ils ont fait le procès de Tzara, et au travers du procès de Tzara, le procès de Dada, et ça a fini ça a été une vraie cacophonie, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que parmi les gens qui étaient présents, alors Aragon dit que c'est un journaliste, et beaucoup de gens disent que c'est André Breton, donc je ne sais pas, peut-être que vous connaissez la réponse. Il y a une canne, il y a quelqu'un qui a donné un coup de canne à un gars de la force publique suisse qui était rentré pour arrêter le brouhaha, et ils l'ont quasiment, enfin ils l'ont pas cassé, mais fracturé le bras, et à cause de ça, suite à cette soirée-là, le cabaret Voltaire a été fermé et interdit d'ouverture. Donc, c'est que il disait, Hugo Ball, enfin, j'ai vu un film à l'INA où Janco raconte que Hugo Ball avait dit cabaret Voltaire est fermé à cause de Breton et Merdre, comme dans... Voilà, c'est pour ça que c'est bien que vous ayez eu déjà. Ouais, je peux vous dire que j'ai visité, j'ai eu la chance d'aller chez Aragon, rue de Varennes. Oui. Et là, d'un seul coup, j'ai eu des vertiges parce qu'il y avait plein de choses qu'il mettait sur ses murs partout, qu'il écrivait. Et moi, tous ces gens, je les découvrais en fait. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça, vous voyez. Et lui, c'était vraiment une chose assez exceptionnelle, Aragon, quoi. C'est un grand d'abord de la poésie mondiale. Oui, et puis en même temps, il mélangeait tout, quoi. Enfin, c'était... il n'y avait pas vraiment de structure. Il passait aussi bien d'une idée à l'autre. Et ça, c'était assez beau. Comme Cocteau, d'ailleurs. Comme Cocteau. Et Apollinaire aussi. Oui, Apollinaire aussi. Voilà. Qui est mort en 17. En fait, quand il y avait mon train, c'était facile, j'avais des repères année par année, mais je pense que c'est plus intéressant peut-être de vous raconter la force du verbe. Donc, ce qu'ils avaient de particulier par rapport à tous les artistes avant eux, ils ont pris l'habitude de faire des revues, d'écrire des tracts et de se promouvoir au travers des mots, des phrases, des verbes, comme je vous ai montré là tout à l'heure. Donc, il y a eu 23 manifestes à la fin du mouvement Dada, mais sans arrêt, il y avait des revues que Picabia a créées, le 391 à Barcelone, le 281. Enfin, il y a plein de créations qui ont été générées de façon littéraire et qui étaient des revues où ils pouvaient faire de l'art Dada, mais ça veut dire des dessins, des peintures et des écrits complètement improbables ou buesques. Et c'est peut-être pourquoi il y a toujours une espèce d'incompréhension pour les gens qui ne connaissent pas vraiment l'art, entre l'idée que Dada c'est surtout de la poésie ou Dada c'est surtout un peu de l'art. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop à comprendre encore que la poésie ne serait pas la même sans Dada et Dada ne serait pas tout à fait le même sans la poésie qui est viscérale et ancrée. Et d'ailleurs, les grands poètes de ce temps sont restés des grands poètes. C'est-à-dire que si vous lisez Tzara, vous l'avez peut-être... ouais, il n'est pas aussi fameux que... Mais par exemple, Tzara, il écrivait des choses poétiques comme... je n'ai pas préparé, mais voilà, il a un truc où il dit « Le sel et le feu t'attendent sur la colline minérale de l'incandescence de vivre. » Vous voyez, c'est quasiment... c'est pas René Char, c'est pas Michaud, mais c'est très... c'est de la prose, mais c'est très poétique, mais très engagé, très différent. Il copie personne, en fait. Alors, évidemment, vous connaissiez peut-être le poème « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard » de Mallarmé. Vous aviez entendu parler de ce poème, hein, qui est 30 ans avant. Et par ce poème, il a un peu révolutionné déjà la relation à la poésie, qui est... Parce qu'en fait, je vais vous expliquer rapidement, « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard », il a écrit intra le poème, des phrases, mais il les a pas écrites dans la même
grandeur que les autres phrases. Ça fait que quand on lit le poème où il y a un coup de dé jamais n'abolira le hasard, si on le lit de façon littérale, c'est des phrases qui se lignent, mais si on regarde que ce qui est écrit en gros, ça fait un coup de dé jamais n'abolira le hasard. C'est-à-dire qu'il a fait un poème par-delà le poème ou la façon linéaire que jusqu'avant lui on avait de lire la poésie. Et je pense, même si on ne l'associe jamais à Dada, hein, Mallarmé, cette démarche d'essayer tout le temps de changer le paradigme et de révolutionner les habitudes de façon complètement créative, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que ça a vraiment changé le monde, et autant sur le plan de la mode, sur le plan de l'art, de la littérature, et même de la façon de parler publiquement et de faire de la politique. Est-ce que vous pensez que l'écriture automatique des surréalistes, c'est une retombée de Dada ou c'est une suite de Dada? Alors je pense que c'est suite à la haine de Dada, donc c'est une antinomie, si je puis me permettre. Non, moi je pense que, puisqu'en fait, après la fermeture du cabaret Dada en 22, 6 mois après, le premier manifeste du surréalisme a été produit par Breton, mais je pense qu'il s'est beaucoup battu pour arrêter Dada, d'ailleurs Breton, pas lui seul, hein, Foucault, même Aragon, et l'écriture automatique est arrivée parce qu'il a rencontré en 24 Freud, Breton, qu'il n'a pas aimé, il a dit c'est une personne inintéressante, mais je pense que quand même, parce que Breton, vous allez voir que je ne l'aime pas, c'est un gars brillant et merveilleux, il prenait partout où il pouvait, il était très autoritaire et dominateur, et il voulait tout le temps être le chef, et quand il rencontrait quelqu'un, il s'en servait quand même pas mal pour son propre art, parce qu'il avait quand même et du génie, et un talent d'auteur, et une vision. Après, dans la vie relationnelle au quotidien, il était très compliqué. Et donc, pour vous répondre, je pense que c'est parce qu'il a rencontré Freud 5 ou 6 mois après avoir commencé à après la fin de Dada, qu'il a dû être inspiré par l'écriture automatique. Vous n'avez pas parlé de Raymond de Seigne. Oui, bien sûr. Alors j'avais un truc sur le était déjà installé un peu. Tout à fait, tout à fait. C'est un des fondateurs. J'avais fait une liste là hier soir avec. Je n'ai pas parlé de Hart, de Sophie Tauber-Hart. Je vais vous en parler si vous voulez, mais j'avais fait une liste, il me semble, voilà. Alors c'est moi qui l'ai fait vite parce que j'ai dû en oublier, mais je m'étais amusé à essayer pour ne pas en oublier. Donc il y a Aragon, évidemment. Alors c'est par ordre alphabétique, ne vous inquiétez pas. Il y a Varèse. Il y a Bader qui est parti après faire à Berlin un mouvement anti-Dada avec Wilsenbeck, Bargeld. C'est des gens qui faisaient des photomontages, je vais vous en parler juste après. Baptiste l'Italien, Bubenfeld qui fait des très jolis collages de photomontage aussi. Bon, si je ne le connaissais pas, mais je l'ai mis pour être... je me suis dit, si j'ai des grands experts, je ne sais pas qui c'est. Brancusi, en fait, la particularité de Brancusi, qui était très très ami avec Duchamp, Duchamp qui était un dilettante qui jouait aux échecs, qui s'en foutait de l'argent et même de la vie sociale, chaque fois que Brancusi le voyait, il lui disait « Moi je commence à vendre, je te donne une œuvre, tu gardes tout l'argent pour toi et ça va te faire tenir 3 mois, 6 mois, 1 an. » Et donc Brancusi a été quasiment très important dans la vie de Duchamp, même si on le raconte comme un ami qu'il voyait de temps à autre, parce que je crois qu'il a réussi à vivre, il faut dire qu'il n'avait pas de grands besoins Duchamp, 8 ou 9 ans avec des œuvres de Brancusi qui réussissaient à vendre à des Dreyer, à des Arensberg, enfin à des Américains, à des gens qui avaient un peu d'argent, ou à Buchanan. Voilà. Donc, bon, Breton, j'en ai parlé, la femme de Buffet, Georgette Buffet, puis Buffet, Cantarelli, Charles. En fait, les plus fameux sont... Citroën. Oui, en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'à ce moment-là, c'est le début aussi de l'automobile, et il y a beaucoup de moyens qui viennent par le monde de cette nouvelle industrie qui arrive, et je crois que Citroën a été banquier de 2 ou 3 expositions. Pas banquier, pardon. Mécène, pardon. Là, ouais, vous voyez, Éluard, Porto. Enfin, je vais pas vous embêter à ce qui est très intéressant, c'est que chacun a eu un chemin de vie assez passionnant pour rentrer dans l'histoire de l'art. Alors évidemment, il y a des phares comme Zara, comme Picabia, comme Mandré, mais par exemple, Haussmann, j'espère que je l'ai mis, voilà, Raoul Haussmann, c'est lui qui a inventé en réalité avec sa femme Anna Hoche le photomontage. Le photomontage, en fait, l'idée lui est venue parce que dans la Baltique, quand il rentrait dans les maisons, donc au cœur des campagnes où les gens ne savaient même pas lire, il y avait des espèces de petites affichettes pour cacher les trous dans les petites baraques, et tout le monde, tout le temps, parce qu'ils avaient un fils qui était parti à la guerre, où ils avaient coupé la photo
ou le visage de ce qui était sur l'image originale, et ils dessinaient ou ils ajoutaient un nom à la place. C'est ça qui lui a donné l'idée de créer le photomontage. Et après, ça a influencé, après il y a eu le collage, après il y a eu 1000 tentatives qui partaient donc de... tout le monde est un artiste, puisqu'il suffit qu'on fasse... Après ça a été repris par les surréalistes dans les cadavristiques, il suffit de découper des mots, des morceaux, des images, des morceaux de tête, et puis on fait des très beaux... J'en ai pas amené là, mais c'est bourré de poésie. D'accord, mais Varèse, c'est Edgar Varèse Non, non, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. Non, c'est... En fait voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a aussi Sophie Tauber-Arp, qui est une très très grande artiste, enfin, qui est reconnue comme une très grande artiste dada. Elle a fait cette peinture qui est pas du tout un foulard, hein, c'est une peinture qu'elle a peinte. Et moi je pensais que c'était un peu la métaphore du mouvement dada de ces années-là, parce qu'en fait d'abord, c'est un patchwork, comme autant de couleurs, autant de pays qui se sont rencontrés ensemble pour former l'espèce de patrie commune qui est la poésie et le dadaïsme. Ensuite, il y a un côté où il n'y a pas de chef. Il n'y a pas une couleur. Alors on pourrait dire qu'il y a le bleu qui est un peu plus mis en valeur que les autres, mais le principe de Dada, c'est qu'ils ont toujours refusé de nommer un leader, même si chacun, dans sa relation aux autres, il se battait comme si c'était sa survie de rester un peu le chef. Oui, c'est un peu ambigu, je ne sais pas si je m'explique bien. Oui. Hein, et donc, en fait, la notion de patchwork par rapport aux immigrants, tous qui venaient du monde entier, qui se réunissaient autour d'un projet commun, le côté très beau, ça crée des choses sublimissimes, Dada. Enfin, artistiquement, je parle. En dehors même, moi peut-être je ne suis pas très objectif, mais il y a des milliers d'œuvres qui sont fondatrices et qui sont aussi belles que, alors peut-être pour les puristes, peut-être pas, que les œuvres qu'on trouvait en Italie au Quattrocento ou à la Renaissance. Mais ce n'est pas les mêmes dynamiques, ce n'est pas le même monde, ce n'est pas les mêmes paradigmes. Mais moi je trouve ça très, très graphique et très beau, et de toute façon, ce qui me plaisait bien, c'était l'idée qu'il y a du hasard, c'est un patchwork de savoir-faire, de pays, enfin de racines, et je trouvais ça très graphique. C'est parce que malgré tout, Dada, il ne faut pas trop penser que parce que c'est les mots qui ont été fer de lance de cette dynamique, ça ne s'intéressait pas aussi. Voilà, c'est Sophie Tauber-Arp, et ça c'est Arp, qui était aussi un des... Donc, ça vous le connaissez peut-être, hein, c'est une création de Picabia, c'est un jeu de mots, hein, littérature, et en fait, je pense que c'est très emblématique de Dada, parce qu'en fait, ils aimaient beaucoup coucher, ils aimaient beaucoup faire la fête, ils aimaient beaucoup... ils se sentaient libres, en fait. C'était leur façon d'exister aussi, d'être ouvertement rebelles et décalés, et ils étaient tous très près de ce qu'on appelle la littérature, la poésie ou les mots, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis allé à Zurich, au musée Dada, négocier des droits pour avoir des œuvres dans l'expo que j'ai faite, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc j'ai réussi à récupérer une quinzaine de reproductions en très haute qualité d'œuvres Dada, que le musée de Zurich m'a permis d'encadrer à l'exposition que j'ai faite. Et par ailleurs, je me suis dit, il n'y a que des images, ce serait bien qu'il y ait des objets, puisque Dada c'est beaucoup les objets. Et donc j'ai recréé en tout petit plein d'œuvres que j'ai mis dans une valise. Voilà, ça c'est de Mandré, c'est le fer à repasser de Mandré. Je le recrée en tout petit, je recrée toute une... Oui, ça c'est la tête de Haussmann. Enfin, j'ai essayé de recréer tant bien que mal avec mes moyens, voilà, dans cette espèce de grosse... dans cette valise-là, et des petites boîtes, les sculptures dont j'avais pas les droits d'utilisation, pour que ça prolonge les affiches que j'ai mises. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être par rapport à ce que j'ai dit ou ce que j'ai peut-être pas dit encore? Je voulais juste parler, monsieur, de l'inventeur de la bande dessinée qui était un grand ami de Jarry et qui s'appelait Topfer. Et Topfer est le premier, et il avait collaboré avec Jarry. Et il y avait tout un mouvement qui s'était fait entre eux. Il avait collaboré sur Dr Festus, vous savez, qui a été dessiné par Topfer. Et ça a été en bande dessinée. C'est la première bande dessinée, c'était Rodolphe Topfer, qui était un Suisse.
et qui était très amoureux aussi de tous ces gens-là, de tous ces mouvements-là. Voilà, ça c'est une petite anecdote. Très intéressant, moi je ne le savais pas, donc je ne pouvais pas le dire. Alors, donc, là je vous ai parlé de Dada, je vais essayer de vous expliquer le lien que mon travail a avec le mouvement Dada, même si je pense être un artiste, c'est pas copier, on fait toujours moins bien que ceux qui ont réussi. Donc moi j'ai créé un manifeste il y a 5 ans, que j'ai appelé le manifeste du bricolisme, qui m'a après motivé pour produire toutes les œuvres que j'ai créées depuis ces 4 ou 5 années passées. Donc, et sans prétention, la première chose, c'est que je me sers de quelque chose d'important de mon point de vue de l'histoire de l'art. Je fais un travail sans prétention de brisure, c'est pour ça qu'il y a bris, et après de détournement collage pour réinventer quelque chose d'autre, pas tellement qui veut lui ressembler, mais qui veut peut-être un peu lui rendre hommage. Donc je vais illustrer ça après. Donc la première chose, pourquoi ça s'appelle bricolisme, c'est cette notion de faire un travail de brisure sans prétention pour remettre parce qu'en détruisant quelque chose, je mets une lumière sur des œuvres. Alors c'est pas que par rapport au dadaïsme. J'ai depuis à peu près depuis 29 000 ans, j'ai essayé d'utiliser des œuvres pour lesquelles j'ai fait ce travail de brisure. Ensuite, deuxième chose, la poésie et les jeux avec les mots. Donc je vais vous le lire, je vous le dirai, je vous le lire tout de suite. Donc j'ai mis par exemple, le bricoleur met l'accent sur le rêve et fabrique donc la révolution. Alors, résister encore et toujours, le bricolage doit faire de l'art existence encore et toujours. Tous enfin dignes devant l'art, et nous aurons bientôt un rayon bricolage aux beaux-arts de l'hôtel de vie. Enfin bon, moi j'adore jouer avec les mots, mais j'essaie aussi que ce soit, comme c'est un manifeste, d'ailleurs j'ai pas mis article, j'ai mis art, que ce soit, sans que ce soit du tout prétentieux, des chemins de création, enfin, que ces mots ne soient pas des mots gratuits, et que ça amène après des œuvres qui incarnent ces différents articles. Alors bon, je ne veux pas... Donc là, j'ai fait une petite photo de l'expo, mais on voit pas bien. Donc là, une des œuvres que j'ai créées, bon, je vais commencer, elle s'appelle « Qu'est-ce à dire ?» Donc c'est une Underwood de 1917 que j'ai récupérée. J'ai peint à l'huile toutes les touches, vous voyez, les AZERTY. Vous le voyez, hein, et donc j'ai mis des petits ronds à l'huile. Parce qu'en fait, quand on regarde la machine, on se dit mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et aussi parce qu'une machine à écrire, c'est une caisse à raconter des histoires, c'est une caisse à dire des choses. Et donc, au départ, c'est assez graphique, mais c'est un objet qu'on dit, on me dit que c'est là où j'ai eu l'inspiration Dada. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que je me suis beaucoup documenté pour savoir quoi écrire, puisque ça représente des lettres, hein, AZERTY. Et donc, j'ai vu une note de Duchamp qui s'appelle la note 161, où il dit ces lettres sont les signes d'un nouvel alphabet, MD. Voilà, et donc, j'ai mis donc sur la toile ces signaux, enfin vous me comprenez, hein, et donc, qu'est-ce à dire? Ça veut dire ces signes sont les lettres d'un nouvel alphabet, Marcel Duchamp. Ça mesure 1,60 m quand ça sort derrière, la machine à écrire, on le voit. Là je l'ai enroulé. Et surtout, Duchamp a fait en 1917 ce qu'on appelle un pliant de voyage. Ça veut dire un étui en plastique pour pas que les Underwood prennent de la poussière. Et c'est un pliant d'Underwood. Et moi je fais comme si un siècle après, j'avais soulevé la jupe de l'Underwood de Duchamp et qu'il y aurait eu donc dessous cette machine qui est déjà en soi un très bel objet que j'ai un peu transformé, donc sur lequel j'ai fait un travail de brisure et de recréation. Et en plus, comme personne ne m'attend, j'ai passé du temps à me documenter, et je me suis aperçu que Duchamp, Man Ray et Picabia participaient beaucoup au mouvement Dada parce qu'ils étaient un peu amoureux d'une fille, une dame qui est encore vivante, qui s'appelle Béatrice Wood, W-O-D, et leur jeu, en tous les cas Man Ray et Picabia, c'était de regarder sous les jupes de Béatrice Wood. C'est pour ça qu'il avait pris une jupe d'Underwood quand il a fait son pliant de voyage Duchamp. Et moi, ce qui me plaît dans la démarche de bricolisme dont je vous parlais, c'est que moi, en faisant une œuvre qui n'est pas la même, je raconte une histoire qui ouvre des fenêtres sur la vraie histoire
de l'Underwood, enfin du pliant de voyage de Duchamp. Je vous dis ça pour expliquer, pour pas que ça paraisse prétentieux de dire je détruis et je passe derrière et je fais quelque chose qui n'est pas du tout mieux, mais qui est ailleurs et qui est un peu poético, enfin qui est poétique en fait, je pense. C'est assez clair, je ne sais pas si c'est clair en fait, parce que c'est des objets qui sont durs, qui sont... Vous voyez, ça se... Là c'est des photos, mais bon, on la voit un peu là quand même. Et donc là j'ai mis une petite plaque, j'ai mis sous le pliant de voyage de MD, de Marcel Duchamp. Et ce qui m'intéresse, voilà, on le voit là. Ouais, j'ai soulevé le pliant de voyage. Ça m'intéressait infiniment d'ouvrir une petite fenêtre. Je me suis rendu compte notamment avec les enfants, quand il y a eu, je vous dis, il y a eu 200 écoles qui sont venues, il y a eu 5000 enfants qui sont venus, c'est qu'au travers de cet objet, de ce petit objet sans prétention, ils se sont mis ils m'ont fait d'abord une centaine de dessins, et surtout ils ont écrit plein d'histoires pour expliquer, enfin ils racontaient leur vie au travers, comme s'ils écrivaient à la machine. Enfin, c'est difficile parce qu'il faudrait que j'en parle à une personne à la fois parce que c'est très long, mais je me rends compte que de toute façon, le bonheur de créer vient aussi du fait que moi je suis vraiment sincèrement passionné par l'histoire de l'art, et que c'est pas pour faire enfin, j'ai dû créer 30 ou 35 œuvres dans ma vie, mais sur 20 ans, et je suis loin d'être connu, j'ai jamais essayé d'être vu ni reconnu par personne. Moi ce qui me plaît, c'est un moteur comme quelqu'un qui a la passion du football ou de la pétanque, moi j'ai la passion de créer et notamment de l'art. Alors, dans la même dynamique, pour toujours pas paraître prétentieux avec mon histoire de brie, donc j'ai fait cet objet-là, parce que j'ai demandé à la RATP de me donner une de ces machines, vous savez, les fameux appareils de métro où on a plié. Et donc, ils n'ont pas voulu, donc je l'ai créé, j'ai mis un circuit imprimé, c'est un gros truc, hein, c'est plus grand que ça. Et j'ai placé, donc, à la place des stations de métro, j'ai mis les noms de 28 peintres, que j'aimais beaucoup, donc je vais revenir en arrière. Et l'œuvre s'appelle Plan des métros, et donc j'ai pris un vrai plan de métro Taride des années 50, j'ai mis 300 petits trous avec des ampoules, donc ça c'est clair, et j'ai vu la biographie de ces 28 peintres que j'aimais trop, donc par exemple Courbet, je lisais un bouquin de Courbet, chaque fois je trouvais un adjectif emblématique de son caractère, je le mettais, par exemple c'est comme si on disait Château de Vincennes, La Défense, il y a, je sais pas, 30 stations, ça faisait que j'avais 30 adjectifs à trouver. Et donc, par exemple, Courbet il était pour les listes, enfin là vous ne le voyez pas, mais vous allez en voir d'autres plus détaillés. Voilà, ça marche comme ça. Et donc il y avait 14 lignes, donc c'est pourquoi il y a 28 peintres. Au centre de tout, il y a Duchamp qui représente la station Châtelet. Mais ce qui me plaisait beaucoup, c'est que j'essayais de trouver des adjectifs communs entre Rauschenberg et Léonard de Vinci, ou entre Marcel Brothers et Francis Bacon, ou entre Piero della Francesca et Picasso. Et donc, ça s'appelle le plan des métros, parce que d'abord, c'est vraiment des peintres que j'aime trop. Il n'y en a que 27, en fait, parce que à un moment donné, avec tous les adjectifs, il y en avait un qui correspondait à rien. Donc, j'ai pris le douanier Rousseau, que j'aime pas beaucoup, mais c'était le seul qui avait des adjectifs communs avec, je crois, Frangelico. Donc, le côté un peu joyeux, ludique et aussi un peu poétique, il est très inspiré, parce que pendant tout un été, j'ai lu au moins 28 biographies pour arriver à trouver les bons mots, parce qu'il n'y a pas un livre où on dit des adjectifs emblématiques de... Enfin, on peut les trouver de toute façon, pour certains, pour Picasso, pour certains très connus, mais pour d'autres, comme Ingres ou comme Chagall. Non, Chagall on peut. Donc voilà, et donc cette recherche très scolaire et très ludique, comme une chasse au trésor pour moi, ça m'intéresse beaucoup plus que de faire quelque chose qui soit important ou beau. Enfin, j'essaie que ce soit beau, mais avec mes moyens et sans prétention. Donc ouais, vous allez le voir peut-être. Allez, on voit peut-être. Ah, la photo elle est pas nette, c'est dommage. On va voir. Elle n'est pas nette la photo, c'est dommage. Non. Elle est là. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet aussi de découvrir 28 caractères de peintres que j'aime trop. Derrière le petit clin d'œil et les jeux de mots. Alors, j'ai fait une autre œuvre que j'ai appelée Auto-Unis d'Amérique. Donc c'est un hommage à Jasper Johns. Je passe dans tous les styles. Hein. C'est pour vous expliquer après. Vous comprendrez pourquoi je vous montre à tel moment telle chose. Donc ça, ça fait 6 mètres. C'est une peinture à l'huile et à l'encaustique
sur un vrai drapeau américain que j'ai récupéré. J'ai peint des petites voitures américaines, on va le voir. J'ai peint 50 petites voitures. Je crois qu'il y avait 50 voitures américaines que j'ai fait coudre sur le drapeau américain et après que j'ai mis de l'encaustique dessus, c'est comme de la colle. Et j'ai peint, on le voit bien, j'ai peint des... Et à la cire, j'ai mis Autos Unis d'Amérique, parce qu'en fait, j'ai l'espoir qu'au fil des années, ça va s'user, ça va s'atténuer, ça va disparaître. Pour expliquer que l'American Way of Life, avec 3 voitures par famille, ça finirait par disparaître, et c'est déjà commencé à partir. Et donc, c'est encore pour illustrer le fait que mon travail de brisure rend quand même un sincère hommage à Jasper Johns, sans du tout lui ressembler, mais malgré tout en s'y référant quand on creuse un peu l'histoire. Ça va? Je ne sais pas si je suis... Je continue alors. C'est quoi? On passe peut-être au film là, non? Attendez, non, en fait... Attends, je reviens. Non, ça fait rien. C'est bon? Excusez-moi, j'ai fait... Ça marche. Le film, c'est pas encore en fait. Ah, ok, parce que peut-être sortir le diaporama. Ah, pardon, si tu peux. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, tu m'as fait dans la directeur. Alors, on le voit bien. C'est plus simple, il suffit de cette technique. Merci. Donc, je suis allé à Venise acheter des... Comme j'avais vendu, vous voyez le tableau là, je l'avais vendu assez cher, donc avec l'argent, je suis allé acheter des émaux, des petits carrelages, en fait, des petits sons, que j'ai fait faire à Venise, et j'en ai fait faire 128. Et donc, sur une plaque en béton, j'ai collé 128 carrelages, donc des noirs et des blancs. J'ai appelé ça fait 12 mètres carrés, je sais pas, cette sculpture émaux croisés, et j'ai écrit j'ai mis 6 mois, un mot croisé sur l'histoire de l'art pour qu'on joue réellement à cet émaux croisé en fait. Et donc, on peut s'amuser. Par exemple là, 1, 2, 3. Donc, et Picasso contre la guerre en 7. C'est quoi d'après vous, Picasso contre la guerre? Guernica. Voilà, Guernica. Il faut s'amuser à le faire, mais c'est très long. Mais ce qui était bien pendant l'expo, c'est que les gens pouvaient le remplir au fil des jours. Et donc, là aussi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que même s'il n'y a que 128 lettres possibles, puisque même pas, il y a une centaine de lettres, puisqu'il y a des cases noires, je m'étais donné le challenge, un peu comme le Pérec, quand il dit pas d'eux dans la disparition, d'essayer de parler du plus grand nombre possible de peintres et les faire découvrir au travers de mes définitions. En fait, les gens qui font des mots croisés, c'est des cruciverbistes. Les gens qui créent des mots croisés, vous savez comment ça s'appelle? Verbicruciste. Voilà, et donc je me suis créé un petit métier de verbicruciste qui fait que, après, en fait, j'en peux essayer d'en trouver. Oui, vertical, non? Je vais en prendre... vous voyez peut-être pas bien Ah non, on ne voit pas. Alors, on lui doit du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. Kandinsky. Voilà, c'est Kandinsky, c'est là. Ou alors, grand vert VERT. Grand vert VERT, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grand vert, c'est difficile. Duchamp. Voilà, c'est Duchamp. Parce qu'il était très vert, il pensait qu'aux filles et qu'au plaisir, et puis il était très grand. Et puis l'œuvre emblématique de son œuvre importante, c'est le grand vert. Voilà, ouais, en fait, vous avez... de toute façon, je pourrais vous le transmettre avec plaisir pour vous amuser à le faire. C'est sans prétention, mais c'est très difficile, parce que vous ne me connaissez pas et que vous n'avez pas du tout vu de façon incarnée les œuvres, de ne pas passer pour... moi, j'essaie d'être le moins prétentieux, mais comme je parle avec passion des choses, peut-être que ça peut paraître arrogant, mais je ne veux pas du tout ça. Moi, je veux essayer de partager cette joie de créer. Donc ça, c'est une grosse horloge que j'ai trafiquée. Et j'ai répliqué quel art est-il? Enfin, c'est la feuille d'or à l'intérieur. J'ai mis un verre bombé dessus. Et j'ai pris depuis 29 000 ans, depuis les grottes de Lascaux, les temps forts de l'histoire de l'art, de mon point de vue. Parce qu'en réalité aussi, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'être un peu pédagogique. C'est de donner envie par soi-même, au travers de mes œuvres qui valent ce qu'elles valent, d'en savoir plus ou d'être un peu curieux pour découvrir. Voilà, j'ai pris 11 temps forts de l'histoire de l'art et j'ai laissé les 12e heures blanches, parce qu'on ne sait pas qui sera important dans 5 siècles ou dans 10 siècles. Mais donc là, j'ai pris les grottes de Lascaux, la Joconde, le Caravage. On ne voit pas bien en fait, la photo n'est pas belle.
Là, c'est Velázquez, c'est les Ménines. Là, c'est Géricault. Et ben, vous avez trouvé. Les photos sont pas. Voilà, ça c'est Van Gogh. Monet. Duchamp. Guernica. Warhol. Voilà. Et en fait, c'est un très bel objet. Ça pèse 70 kg. C'est une vieille horloge que j'ai trafiquée. Enfin, j'ai pris des ateliers qui m'ont aidé. Et j'ai sérigraphié ça. Et puis j'ai écrit à la feuille d'or dedans quel arrêté. Et c'est un très bel objet qui bon, voilà. Ça s'appelle la psychavalise. Pour parler de. Donc on va le voir peut-être. Voilà, la psychavalise. Donc j'ai fait faire à Vienne une vieille valise. Enfin, au départ, elle était toute neuve en merisier, en laiton et en cuir. Une très très belle valise que j'ai vieillie. Et puis j'ai peint des petites aquarelles que j'ai transformées en étiquette de voyageur. Vous savez, comme quand on voyage. Et donc, j'ai appelé ça la psychanalyse, mais je me suis mis à lire pas mal des travaux de Grodek, de Freud, des lettres de Freud, aussi de Lacan, etc. Et ça m'a... Parce que comme personne ne m'attend, je passe des fois 3-4 ans à me documenter avant de faire quelque chose, et je me suis amusé donc à trouver des phrases un peu lacaniennes, comme nous manquons de repères, et je crois que c'est peut-être ça qui fait que le monde va mal, parce qu'on nous dit fais attention à l'avenir, fais attention, n'aie peur, machin. Si on nous disait sois heureux et le monde est beau, peut-être qu'on serait un peu plus fort on aurait plus de repères. Donc je me suis amusé à faire partout, j'ai mis une quinzaine, des petites. Par exemple, j'ai mis maladie, mal non dit, et souvent je pense sincèrement que les problèmes relationnels ou ce qui peut activer la maladie, c'est le manque de communication, de ne pas parler sincèrement et tranquillement des choses. Donc je vais vous montrer ici. Là, ouais, je me suis amusé à faire des reproductions. Voilà, ça c'est une étiquette Oedipe complexe. Donc enfin, non, je ne sais pas si on les voit, parce qu'en fait, j'avais tellement de choses que je me suis dit, je ne vais pas vous raconter. Ce qui est bien, c'est de vous raconter une histoire, mais de ne pas vous embêter non plus. En fait, Duchamp, pas Duchamp, Freud disait que l'œuvre la plus importante de l'histoire de l'art qui avait un lien avec la psychanalyse, c'était le Michel-Ange, c'était le Moïse de Michel-Ange. Donc j'ai reproduit le Moïse de Michel-Ange, et comme par magie, mon père s'appelait Moïse, je trouvais ça génial, sous nous manquons de repères. Mon père s'appelait vraiment Moïse, il est décédé, mais il s'appelait vraiment Moïse, et donc c'est pourquoi j'ai mis la révolution, c'est une phrase de Duchamp, de Lacan en fait, et Duchamp il le porte, qui dit qu'on ne peut pas juger ou avoir des répulsions pour les autres tant qu'on n'est pas eux, et il dit l'eau est boueuse, mais ce n'est pas de la boue, pour expliquer que quelqu'un qui juge, il se fourvoie, et quelqu'un qui a des répulsions, il est porté par ses pulsions personnelles, mais il n'est pas porté par un jugement pertinent. Et donc, voilà, bon, et donc après moi je fais des peintures, enfin, là vous voyez, j'ai mis jeu de corps, don, j'ai peint une espèce d'avant aphrodite, j'ai fait un petit cerceau, ben, on ne le voit pas bien en fait, c'est pas grave. Peut-être qu'on le voit, mais si on le voit, peut-être qu'on peut dire. Mais on le voit. Bon. En fait, alors, ça c'est encore autre chose, c'est une installation. Voilà. C'est une installation, donc, j'ai un ami à moi qui travaillait chez Dior, donc je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me dire comment on fait pour récupérer une machine à coudre chinoise. Donc il me dit, ben moi, avec les... Ils mettent 6 mois, mais avec les bateaux, on peut mettre une machine. C'est une Singer, mais c'est une Singer chinoise que j'ai fait venir à Paris. Et les gens qui font les foulards Hermès, ils s'appellent, je ne sais plus leur nom, enfin, les gens qui sont les fabricants de foulards Hermès, on a. Donc, quand j'ai fait venir la machine à coudre chinoise, voilà, Singer, à l'aéroport de Pékin, on a acheté une carte du monde en chinois, donc la Chine est au milieu de la carte. Et on l'a imprimé sur ce foulard Hermès par mon copain là, qui travaillait, un ami à moi qui travaillait chez Dior, qui s'appelle Arnaud. Il a fait un superbe foulard en soie où on a imprimé juste la carte du monde mais en chinois. Donc la France elle est toute petite et la Chine elle est les 3/4 du... C'est comme tous les pays ça, mais en fait. Et je ne sais pas si vous savez qui est Monsieur Le Sage, le grand brodeur qui est décédé. Grâce à toujours Arnaud, j'ai réussi à lui faire accepter de me... Donc j'ai écrit sur une feuille cousu main qu'il a surpiqué et cousu main qu'il a resurpiqué. Enfin, il m'a cousu à ça. Donc ce foulard est très beau parce que d'abord c'est un beau foulard comme les foulards Dior machin. Surtout il est brodé par Le Sage voilà, il a copié mon... Enfin, ça parle de soi-même en fait. Et donc tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai fait cette œuvre il y a 3 ou 4 ans, à côté du Bangladesh, je crois que c'est au Pakistan,
il y a un bâtiment où il y avait des filles et des... Enfin, il n'y avait que des femmes qui travaillaient, qui est tombé parce qu'on... Bangladesh. Ouais, je crois que c'est Bangladesh, absolument. Et il y a eu 800 morts et 9000 blessés, parce que depuis des années, on disait, c'est eux qui fournissaient Zara, Auchan et Carrefour. Hein, c'est les fournisseurs de textiles qui faisaient travailler dans des ateliers surbookés. Vous voyez, là, on voit un peu d'ailleurs. Hein. Donc c'est après... Donc moi, ça m'avait bouleversé. Je me suis dit, mais avec tout l'argent qu'ils gagnent... Alors depuis maintenant, c'est devenu très commercial de dire, on fait quelque chose, mais... ça faisait 20 ans que moi, on m'en avait dit, parce que je suis prof de développement durable, je connaissais les problèmes dans ce coin-là, on m'en avait parlé que ça pouvait s'effondrer chaque jour. Et là, il y a eu quand même 850 morts et 9000 blessés, c'est énorme. Et c'est que des femmes de 11 ans à 80 ans, puisque en fait, c'est des ateliers de couture. Donc, moi, ça m'avait un peu bouleversé, donc je me suis dit, je vais faire une œuvre pour parce que c'est une façon d'être engagé, comme d'ailleurs Dada sont toujours très engagés dans leur prise de parole et dans leur production. Donc j'ai pris des articles de journaux, alors ils sont un peu sépia, enfin, j'ai pris des journaux du Bangladesh, donc j'ai fait du bricolage, du bricolisme, donc j'ai pris des coupures de journaux, je les ai imprimées, je les ai scannés pour qu'elles sortent un peu grandes, j'ai peint par-dessus, je les ai rescannés, et après je les ai sérigraphiés sur des toiles, et j'ai projeté, pour que ça ne soit pas que du cérébral, mais que ça incarne un peu le malheur de ces femmes décédées au Bangladesh lors de la chute de ce bâtiment. Donc je vais vous expliquer celui-là. Et puis, je me suis dit, en fait, les gens qui sont dans le commerce, c'est-à-dire les gens de Auchan, Zara, machin, H&M, c'est un peu comme des parcs qui décident du destin des hommes, puisque il y en a, les parcs, elles sont 3 personnes, il y en a une qui coud, une qui coupe, les 3 parcs. Donc j'ai aussi peint sur une photo de parc, et j'ai appelé cette œuvre une machine à coudre, parce que en fait, ça vient vraiment de Chine, mais ça n'a plus tellement de lien avec la Chine, cette histoire. Hein. Mais c'est aussi pour essayer au fil de ma présentation, vous faire sentir les liens qu'il y a entre Dada et moi, qui sont l'amour du verbe, le goût des objets, la dimension un peu engagée, je vous la montrerai pour 2 ou 3 fois par ailleurs, sans vous embêter, le côté pas subversif mais rebelle que tout artiste doit avoir. Je suis bavard, peut-être un peu trop. Ça va, il n'y a pas de questions? Donc je continue alors. Donc, ça, toujours par rapport aussi à une prise de parole un peu politique. J'ai appelé ça le tordu monde en 4 20 VINS, comme des jours 20. Le tour du monde en 80 jours. Donc j'ai récupéré un vieux globe très beau de 1930 en acajou et en métal et en papier et en carton, qu'on voit là. Et j'ai fait fabriquer un Don Quichotte en étain. On ne le voit pas bien. Ouais, on le voit. Et j'ai écrit là-dessus le tour du monde en 80 jours. Et à 4 endroits où le monde était un peu venu en arrière par rapport aux œuvres d'art qui étaient détruites, à Mossoul, à Bamiyan, et vous voyez, c'est des endroits où à Palmyre, vous savez, on a détruit des œuvres. Oui. Voilà, et donc c'était ma manière assez discrète, mais très, très impliquée, et de dire ma colère que de l'art fini est détruit pour des raisons, pour de l'argent en réalité, d'autant plus que depuis que je me suis documenté, on m'a expliqué qu'en réalité, ils n'avaient même pas vraiment détruit, ils détruisaient pour vendre à des milliardaires ou à des musées, et ils mettaient du plâtre. Au début je ne le croyais pas, mais après on m'a expliqué par une vidéo de YouTube que vous pouvez regarder, c'est que, vous vous rappelez quand les talibans ils détruisaient, je crois que c'était à Bamiyan, ouais, ils détruisaient, mais ils avaient des petits piolets, alors que ça durait des millions d'années, des milliers d'années. Ah non, mais moi j'ai vu sur YouTube, on voit des talibans qui, à coups de piolets, font exploser en 1000 morceaux des statues, ce qui prouve que ce qu'on m'a dit est réel, c'est que les œuvres avaient déjà été protégées pour être vendues, et ils voulaient faire un électrochoc public pour faire croire, mais en réalité, il y a beaucoup de bouts de ces œuvres qui ont été détruites qui sont dispatchés chez beaucoup de musées, paraît-il. Ce qui est un peu rassurant par rapport à ce qu'on entend dire dans les journaux et que j'ai cru longtemps. Alors, ça peut... Donc, je continue. Donc ça s'appelle le Laba, L-A, trait d'union BAS, virgule, Labajou. Et je me suis dit, je vais essayer d'inventer une œuvre
alors je vais vous raconter ça par là, qui change selon les saisons, l'endroit d'où on regarde, l'heure qu'il est, et s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc j'ai approché M. Andrieux, qui est le gars qui fait des vitraux pour Notre-Dame de Paris, qui a fait des vitraux de Chagall, de Dali, il n'a jamais fini, mais bon, c'est une des sommités, à qui j'ai dit, je voudrais faire un vitrail chez vous, et donc il m'a dit, si vous le faites chez moi, c'est moi qui vais le signer. Par contre, si vous venez tous les mercredis pendant 6 mois avec les stagiaires apprendre à faire vous-même votre propre vitrail, vous pourrez le faire, vous paierez quand même, mais vous pourrez le signer. Donc, je suis allé faire un vitrail, j'ai d'abord peint, après j'ai fait un vitrail qu'on voit peut-être, je ne sais pas si on le voit bien, ouais. Donc j'ai peint un vitrail le plus joliment que j'ai pu, hein, je sais pas. Et je l'ai incorporé, donc après, il y avait un arbre qui était tombé, qui était complètement pourri, que j'ai installé. Donc par un jeu de glissière, j'ai fait rentrer le vitrail, et par un jeu de lumière, c'est la projection sur le mur, enfin c'est ce que la lumière projette sur le mur, l'œuvre, c'est pas mon pataquès avec un gros arbre, avec un gros vitrail machin, c'est ce que la lumière, de façon un peu éphémère, poétique et fragile et délicate, projette sur le mur. Et donc là-bas, au pavillon Vendôme, ils avaient mis une belle mise en scène, donc j'arrivais à... Là je vous raconte un truc qui on voit un peu, mais on voit pas vraiment. Et j'avais fait des lettres tordues, il y avait écrit « un art si nature », mais comme j'avais mis du plomb là où il y avait la branche de l'arbre, quand on était devant, on disait un art signature, et quand ça projetait, on disait un art signature, comme si la magie de la lumière pouvait gommer une lettre pour que ça veuille dire autre chose. Je ne sais pas si c'est difficile à expliquer. Bon, après, donc, toujours dans la dynamique de briser pour réinventer ou recréer quelque chose sans ressembler, et en touchant à la magie des mots, bon, la Déclaration des droits de l'homme, vous la connaissez tous, évidemment. Donc j'ai peint 3 petites peintures que j'ai imprimées sur une pierre de sérigraphie, qui est assez grosse, et j'ai réécrit la Déclaration des droits de l'homme comme si c'était le brouillon d'une déclaration d'amour. C'est-à-dire que, on va le voir, voilà, on le verra. Donc, je vais vous lire la vraie déclaration, après je vais vous lire 1 ou 2 articles pour un peu expliquer. Donc par exemple, la vraie Déclaration des droits de l'homme, c'est le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Moi j'ai mis le principe de toute souveraine complicité réside essentiellement dans la passion, etc. En fait, à chaque fois, en jouant avec les mots, ou en changeant une lettre, en ajoutant un petit brin de poésie, on pourrait presque penser réellement que c'est... Enfin, j'ai mis 5 ans à le faire, hein, parce que c'est très difficile de être pas à moitié pertinent. Ou on est complètement pertinent de la première ligne à la dernière, ou alors c'est une posture. Et donc ça s'appelle Déclaration à l'endroit de l'homme et des citoyennes, et c'est une espèce de... C'est une déclaration poétique et d'amour aux femmes, et d'amour aussi au verbe, si je puis dire. Donc, et après, je me suis dit, je vais le graver sur la pierre. Donc, j'arrivais pas à le faire graver sur aucune pierre. J'ai trouvé finalement une pierre de sérigraphie qu'on a poncée de chaque côté 50 fois pour qu'elle soit assez plate et assez linéaire pour qu'on puisse imprimer. Il y a des endroits où c'est pas bien imprimé, mais bon, c'est devenu un objet comme s'il existait depuis un certain temps. Disons, pas, je ne peux pas dire des milliers d'années, mais... Donc, je continue. Ça s'appelle Mes droits d'auteur. Donc j'ai pris des vrais articles du droit d'auteur, mais des réels. J'en suis allé voir le Dallos. Et j'ai pris 3 articles sur le droit d'auteur, et je me suis rendu compte que même dans le droit d'auteur, même dans le Dallos, dans les ouvrages qui sont très sérieux, antinomiques de ce qu'on croit être la création, il y a le mot jouissance, il y a le mot acte, il y a le mot création, et ça m'a amusé. Donc j'ai un ami qui est typographe pour le dictionnaire, enfin qui travaille pour l'Académie française, il fait la typo. Il m'a fait une typo de chacun des 3 articles des droits d'auteur. C'est des vrais droits d'auteur réels que j'ai incarnés sur une grande plateforme comme ici. Et c'est un vieux drap des années 30 sur lequel j'ai fait coudre donc de façon un peu criarde les draps d'auteur. Alors ça c'est une espèce de... Au départ je croyais que c'était une trousse de pharmacie. Je l'ai acheté au Pucet en fait au départ, je ne savais pas ce que c'était. Et en réalité, non, c'était une trousse qui servait à mettre les cartouches en Angleterre. En fait, c'est quand les militaires
partait par midi, il y avait des gens qui avaient des petites mallettes avec que les cartouches seules enroulées qui étaient mises. Mais moi au départ je croyais que c'était un truc en rapport avec l'infirmerie. Et donc j'ai appelé cette œuvre Ma liberté de penser avec un A, Ma liberté de penser comme soigner. Et j'ai mis, alors on voit qu'un côté, mais l'autre côté il y a écrit, j'ai mis ce qui pour moi me paraît très... Donc c'est une photo qu'on a faite à une expo, je trouvais ça tellement improbable. C'est pas quelqu'un qui a posé, il était à l'expo et un photographe là, qui s'appelle Eric avait pris une photo, c'était très joli. Et donc, ma liberté de penser, si on tourne cette... il y a écrit rire, créer, désirer, aimer, qui sont, à mon avis, des moteurs un peu qui peuvent faire qu'on tombe un peu moins vite, un peu moins malade. La liberté de penser. Donc là, ça c'est une balance que j'ai récupérée en Lausanne, mais l'intérêt de cette balance c'est ça, c'est que vous connaissez le poème de Kipling, Tu seras un homme mon fils, évidemment. Ouais. Donc j'ai essayé d'écrire un poème que j'ai appelé, contre l'obésité, que j'ai appelé Tu seras énorme mon fils, et je l'ai écrit, alors je veux s'aligner dans le catalogue parce que là c'est très compliqué, puis je ne veux pas être trop long. Mais c'est évident que mon travail autour des mots, qui s'incarne après par des objets, parce que c'est déjà l'objet en soi, il est tellement bon malgré mon histoire, que c'est des vieilles balances comme il y avait dans les campagnes, dans les pharmacies. Chaque fois c'est des pataquès pour les trouver, mais c'est assez génial parce qu'après... Et donc après je l'ai démonté, puis j'ai écrit de façon... Et donc la chute, c'est un poème contre l'obésité, mais assez... j'ai essayé que quand il y a 5 ou 6 vers dans la première ligne de Tu seras un homme, il y a aussi... Quand ça finit par I, ça finit par... C'est jamais les mêmes mots, mais j'ai essayé que ce soit très... travaillé pour que ce ne soit pas gratuit, que juste ce soit un jeu de mots, Tu seras énorme mon fils. Et vous pourrez le voir après. Ça, c'est une espèce... Voilà, on le voit bien. Donc, là-bas, au pavillon Vendôme, on a installé une ligne de téléphone qui marchait, et il y avait écrit, toi qui regardes ce tableau, quand tu rentres chez toi, fais le numéro de la galerie où est exposé ce tableau, et peut-être demain, quand tu vas appeler, quelqu'un qui vient à l'expo va décrocher, et comme ça, il y a des dizaines de personnes qui... Parce que ça sonnait de façon tonitruante, vous voyez, que ça sonnait... J'avais fait une sonnette, il paraît qu'au bout de 16 fois, c'est tellement strident qu'on est obligé de... J'ai vu un sound designer qui m'expliquait qu'au bout de 16 fois, on est obligé de décrocher. Et je trouvais ça très marrant qu'au travers d'un objet, enfin d'une œuvre sans prétention, qui est une parodie de la pub, en fait. J'ai pris plein de campagnes d'affiches de pub que j'ai fait un collage à la ville de Glé, puis j'ai mis un vieux téléphone qui est tonitruant, qui fait que quand les gens rentrent chez eux, ils appellent et ils parlent à quelqu'un qu'ils n'ont pas vu. Il y a eu 3 ou 4 fois des gens que j'ai vus qui se sont donné rendez-vous, mais il y a eu... parce que ça durait 5 mois, je trouve ça très drôle que... Alors là aussi c'est un hommage à Deville Glé et au papier collé, mais sans prétention, voilà. Ça aussi c'est une machine à sous. J'ai remplacé vous voyez, au départ la machine à sous elle était comme ça, donc il y avait vous savez, des dollars, des citrons, Donc j'ai remplacé les 400 images qu'il y avait dans les cerceaux par 400 œuvres d'art, et j'ai mis de mon point de vue le meilleur de l'art, donc j'ai mis l'image de Michel-Ange, Angelico, Duchamp et Jasper Johns, et ça s'appelle les musées sont devenus des machines à sous, même l'art est mis en pièces, et on donnait des pièces, et les gens, quand ils mettaient la pièce, ils tournaient, et s'ils avaient le même meilleur de l'art que celui que je suggérais, ils gagnaient toutes les pièces qui ont été mises. Donc ça je l'ai vendu, c'est quelque chose qui est très spectaculaire, parce que c'est une grosse machine à sous, mais comme il y a 400 œuvres qu'on voit défiler quand on... comment ça s'appelle ça? Le bas dimanche, voilà. Quand on appuie sur le... C'est assez... Parce que là aussi, ça plaisait beaucoup aux enfants, et après ils voulaient bien savoir qui étaient au moins les 4 qu'il fallait trouver pour gagner, et ça me permettait de leur parler de Michel-Ange, de Frangelico ou de Duchamp. Donc ça, c'est Soulage, inspiré de Soulage, mais c'est au silicone et à la peinture à l'huile. Un jour j'ai eu cette idée de jeu de mots, au début amusant, mais après donc ça s'appelle pas narcissisme, mais noircissisme, donc j'ai pris des vraies lettres en miroir. Donc d'abord j'ai peint pendant toute un été à la manière de Soulage, mais très loin de lui, mais il y a un effet de matière et de relief pour qu'on pense à lui indirectement par rapport à la notion de brisure dont je vous parlais, mais on se voit vraiment dans les miroirs. Et donc c'est un miroir très beau art déco que j'ai un peu transformé, mais qui... Voilà, ça c'est aussi... En fait, je ne veux pas être trop long, donc je vais un peu activer pour ne pas vous embêter. Là, j'ai copié des vraies palettes de... Ça, c'est celle de Van Gogh, ça, c'est celle de Cézanne, c'est celle de Delacroix, ça, c'est Monet, et ça, c'est...
Il y a Cézanne, Monet, Delacroix, Van Gogh. Voilà, les Van Gogh. Je crois que c'est ça. Et donc, j'ai copié les vraies palettes, je les ai repeintes, je les ai recréées, je les ai patinées. J'ai acheté un vieux tableau des années 30, avec une petite table, et j'ai écrit, enfin, ça s'était effacé, je l'ai écrit à la crème, mais normalement c'était peint. Le pain, P-U-I-N-T, quotidien, parce que le quotidien du peintre, c'est toucher des toiles, c'est toucher des palettes, c'est toucher de l'huile, des vernis. Et j'ai gravé au couteau les mots du peintre, atelier, peinture, vernis, enfin j'ai gravé aussi, vous savez, quand on est petit. Donc c'est un objet assez gros, mais qui est toujours dans la même dynamique poético. Voilà, là on le voit un peu. Voilà, ça c'est Calarité que tout à l'heure on voyait pas bien, mais on le voit un peu avec la vitre. Donc, là, alors ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de faire rire, c'est que le prétexte des mots fasse rentrer dans une histoire qui ne m'appartient plus et qui rend hommage aussi à l'histoire de l'art. Donc là, j'ai vu que les chaussures Louboutin, les fameuses chaussures, j'ai essayé de retrouver la même couleur Pantone que les chaussures. Vous savez ce qu'il y a sur les chaussures Téché que des filles dorénavant. Donc j'ai pris la peinture, j'ai fait fabriquer une boîte et j'ai trouvé les lettres pour que devant on voyait écrit boîte à choses sûres. Donc attendez, excusez-moi. Et comment on fait pour envoyer le film que... Ah. Ouais, ça peut déranger, je ne veux pas attendre. Et donc, quand on est loin, on se dit ouais, c'est un jeu de mots, c'est sympa, c'est facile. Et quand on s'approche, il y a une cellule photoélectrique qui déclenche une petite vidéo que j'ai fait tourner. Enfin, c'est moi qui joue, j'ai pris 6 mois de stage pour apprendre à faire du théâtre. J'ai écrit un poème que j'ai tourné, voilà, que vous allez voir, ça dure 2 minutes. C'est pour expliquer que les choses sûres, il faut rentrer dans le cœur des gens et s'approcher d'eux et s'intéresser vraiment un peu. Donc vous allez le voir sans prétention. C'est un petit poème que j'ai écrit, que je dis, pour expliquer la vérité de mon cœur, enfin, si je puis dire. Voilà, il faut juste le déclencher. Ça tourne. En fait, ça se déclenche quand on s'approche de la boîte. En fait. Si on se met à moins de 30 cm, ça déclenche. Je suis le fou du village. Du moins, c'est ce que les gens disent. Moi qui voulais devenir page, me voilà bouffon, par méprise. Certains soirs, je fais le rêve que je suis prince charmant et que je parcours sans trêve sur un très beau cheval blanc les campagnes inconnues pour aller à la conquête de compagnes ingénues qui trottinent dans ma tête. Je suis le fou du village. J'ai du soleil plein les poches. J'ai évolué au paysage. C'est peut-être ça qu'on me reproche. Ah, mais s'il faut le rendre, je prendrai, je comptais l'offrir à mamie, qui est bien plus belle que l'été. Ça c'est bien vrai qu'elle est jolie. Il y a tout pays qui la courtise, alors elle ne me regarde pas. Le dimanche, elle va à l'église, moi, je n'y vais rien que pour ça. Je suis le fou du village, les gens sont bons avec moi. Ils m'ont mis dedans une cage pour ne pas que je prenne froid. Leurs enfants me jettent des pierres, je leur en envoie, moi aussi, mais il faut croire qu'ils sont sanguinaires, car plus je saigne, plus ils rient. Je suis le fou du village, il y a la nuit qui me fait peur, car elle noircit les nuages, d'où le ciel jette ses pleurs, et puis il y a cette drôle de lune qui évoque vers des étoiles, qui s'éloigne de la dune comme un grand bateau à voile. Je suis le fou du village. On m'appelle l'idiot. Alors je vais au marécage et je pleure avec les crapauds. Seulement, ça fait de la peine aux arbres, tout là-haut, sur la colline. Alors moi, comme j'ai pas un cœur de marbre, ben, je bois mes larmes et me débine. Ouais, me débine. Me débine. C'est un peu triste. C'est par rapport à ce que je vous disais de la boîte à chaussures. Et je vais parachever après, je vais vous écouter pour... ça c'est une autre œuvre que j'ai appelée Service AT, ATHE, oui. Je suis à l'aliment, je fais des vraies tasses que j'ai produites et dessinées, où il y a écrit Dieu est bon, T. Alors il y a un pied en forme de croix en acier exécutable. Enfin, c'est un très bel objet, et j'ai
imprimé une reproduction de l'Annonciation de Frangelico là, et voilà, ça c'était mon projet, mais ça c'est le réel. Et en fait, comme j'arrivais pas à vendre dans mon expo parce que c'était un lieu public où il y avait beaucoup de monde, je me suis dit je vais essayer de vendre quelque chose parce qu'en fait, à l'époque j'avais arrêté d'être prof et depuis 6 mois je suis au RSA, donc je m'étais dit je vais essayer de vendre. Et donc j'ai vendu j'ai créé avec un compagnon du devoir des boîtes de thé, vous voyez, où il y a 24 petites capsules comme celle-là. J'ai mis une étiquette, comme celle-là c'est l'Annonciation, et j'ai fait faire un thé spécial qui suggère une des 24 annonciations. Donc il y a, par exemple, Léonard de Vinci, il mettait des fleurs dans son annonciation, donc c'est floral. Celle de Frangelico, ça fait penser à une église, parce qu'il était moine. Enfin, il y a Courbet, j'ai repéré 24 peintres, et j'ai passé 3 mois à aller voir un gars qui est né en Allemagne, qui fait des thés pour mariage frère, qui m'a produit sur mon cahier des charges 24 thés différents. Je l'ai amené là pour vous le faire sentir si vous voulez, la boîte. C'est une boîte à merisier faite par un compagnon du devoir qui m'en a produit 10 pour l'instant. Mais la base c'est en faire 200 numérotés signés, si un jour c'est visible, mais voilà, donc ça correspond, en fait c'était pour illustrer le service à thé. Je crois que... Voilà, je pense que j'ai été assez bavard et j'ai assez parlé de moi. Alors j'ai des catalogues de mon expo que je peux vous dédicacer pour ceux qui voudront en acheter éventuellement tout à l'heure ou pas, hein, c'est pas obligatoire. Oui, là-dedans, vous allez... On peut allumer la lumière hein, pour vous. Oui, on va allumer la lumière. Peut-être vous avez des questions ou des commentaires ou des je sais pas, des choses à... J'ai été très bavard et c'est difficile de parler tout seul. J'ai jamais fait ça en plus de faire une conférence. Mais c'était tout à fait réussi. Je sais pas, mais en fait, c'est un peu décousu si on part, parce que par rapport à Dada, je donne ce que je peux donner en fait. C'est dadaïste. Ouais, c'est absolument. Mais, Ah, c'est dans la ligne. Vous avez des questions peut-être, des commentaires? Ça fait beaucoup de choses en même temps, donc merci en tous les cas de cette... Bravo, bravo, bravo. Voilà. J'ai un peu plus... Lignée de Dada. Regarde ça. Regarde. Alors, on retrouve... Je m'assieds, excusez-moi. On retrouve là-dedans le service à thé. En fait, j'ai d'autres œuvres que j'ai pas mises, mais c'est déjà suffisamment long, je n'ai pas le temps que ça dure. Vous êtes basé à Toulouse? Non, ce que je disais au départ, j'ai l'accent de Toulouse, mais ça fait 25 ans que j'habite à Paris, mais ça part jamais. Votre atelier est où alors? En fait, j'en ai plus. Avant, j'en avais un que je louais à Neuilly, très cher, puis depuis que je suis au RSA, je ne loue plus rien, donc je fais beaucoup de systèmes. Et là, vous savez, actuellement, je travaille à écrire une bande dessinée pour faire découvrir l'histoire de l'art moderne. Donc la première, c'est sur Dada, la deuxième, ça va être sur le surréalisme, la troisième sur le pop art. Et donc là, je travaille chez moi, donc je vais vous montrer ça. Donc, au prétexte de raconter une histoire marrante autour de Dada, à la fin il y aura un cahier où il y aura 12 pages qui expliquent Dada. Après, pour le surréalisme, il y aura 12 pages. Donc c'est une BD, mais je vais vous montrer parce qu'à raconter c'est compliqué. Donc en fait, ça c'est parce que comme hier j'ai eu rendez-vous avec quelqu'un, j'avais mis ça dans mon sac. Donc c'est des images de ma BD. Alors elles ne sont pas dans l'ordre parce qu'en fait, j'ai pas encore du tout fini de tout regrouper, mais je fais du bricolage, je colle, je peins, je ne sais pas si vous voulez regarder, mais c'est aussi au travers d'un personnage complètement loufoque, faire découvrir le mouvement Dada. En fait, c'est des coupures que j'ai faites parce qu'il y avait un gars qui veut me présenter à un éditeur, mais c'est un peu décousu là, comme... donc c'est assez délirant. Pardon. Mais c'est marrant quand vous avez parlé de la bande dessinée. Oui. Essayez de me documenter, je vais l'utiliser ça. Oui.